Donc l'appel, on l'a eu un soir. On a su d'emblée que c'était un accident de la route grave, que c'était 2 personnes en cause, dont un enfant. Donc on est parti assez vite. C'est pas évident parce que en fait dans la tête tu sais que c'est grave, que c'est un enfant. Et comme je conduis le véhicule, c'est encore plus difficile parce qu'il faut savoir où ça se trouve assez vite. Très vite, il faut savoir où ça se trouve et puis t'imagines quand même à plein de choses. Donc on arrive sur le lieu de l'accident, on voit un jeune homme allongé au sol. Les pompiers sont en train de pratiquer un massage cardiaque, donc en fait il est en arrêt. Et on commence la prise en charge, classique de l'arrêt cardiaque, pose de voie veineuse, remplissage, massage cardiaque, intubation, ventilation et adrénaline. Ça nous permet de récupérer une activité cardiaque et de transporter le blessé sur le CH Lens. Donc j'arrive sur les lieux de l'accident, je vois tout de suite l'équipe du SMUR qui prend en charge le blessé grave et l'équipe de l'ambulance qui me demande de prendre en charge la deuxième victime qui est déjà dans l'ambulance. Donc la deuxième victime, c'était l'ami du jeune homme qui était également sur le scooter avec lui et qui était beaucoup moins atteinte, qui avait un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique. Donc dans l'ambulance, la jeune fille est parfaitement consciente. Elle pose toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Où est son ami? Dans quel état il est? Qui est-ce qui s'occupe de lui? Est-ce qu'ils vont pouvoir être ensemble? Si ses parents sont sur les lieux d'intervention, où est-ce qu'on va la conduire? Donc on la prend en charge, on l'examine. Il faut toujours parler pour pouvoir la calmer un petit peu et puis nous on se rend bien compte en regardant par la fenêtre que c'est grave et que l'équipe du SMUR est en train de travailler et que c'est vraiment sérieux. Donc après les soins, le jeune homme est décédé à l'hôpital. Donc ça a été terrible pour nous parce qu'on a eu vraiment l'impression de quelque part, d'être inutile, d'avoir vraiment passé du temps pour rien. Ça, c'est ce qui est ressorti en premier. Après, on s'est dit que notre métier était vraiment difficile et puis qu'il fallait aller annoncer aux parents le décès de leur fils. Alors là, c'est la chose la plus terrible pour nous parce qu'en fait, comme on est parents nous-mêmes, on peut toujours s'apercevoir qu'il y a un miroir en face. Et que d'annoncer aux parents la mort d'un enfant, c'est vraiment très très dur. Alors pour le médecin et pour moi-même, c'était, je pense, la chose la plus terrible après l'accident. Et donc voilà, on a annoncé difficilement la mort aux parents qui y croyaient tout le temps, on s'accroche toujours. Et ce qui a vraiment été difficile aussi, c'est quand les parents sont allés voir l'enfant. Le jeune homme et que la maman a secoué son garçon en disant non, non, arrête de faire exprès de mourir, c'est pas possible, tu peux pas mourir. Et ça, c'est des images qu'on garde tout le temps, même sur d'autres accidents, des fois on y pense encore et c'est très très difficile. Ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'on doit tous se sentir concernés. Ça peut un jour toucher quelqu'un de sa famille ou un bon copain. De tous les accidents qu'on a fait, qu'on a déjà fait, forcément il y en a plusieurs qui vous reviennent, qui vous ont frappé un petit peu plus. Par exemple, un accident à Liévin. J'étais médecin au SMUR et on part pour accident, 2 victimes, une VL en cause. En arrivant, les pompiers nous accueillent en nous disant écoute, ils sont morts tous les 2. Tout le monde tourne un petit peu autour de la voiture, on ne sait pas trop quoi faire. Et on prend les papiers et d'un seul coup, il y a un sapeur-pompier qui dit mais je les connais, c'est 2 frères et je les connais, ils étaient avec moi à l'école. Donc à ce moment-là, toute l'équipe est consternée, tout le monde s'arrête de parler, c'est la chape de plomb qui descend sur l'équipe et le silence qui s'installe. En premier lieu, tout de suite, on pense aux 2 victimes en se disant
C'est deux morts inutiles, c'est bête. Et tout de suite après, on pense aux parents, en se disant que ils ont perdu leurs enfants et que en un dixième de seconde, juste le temps de l'impact, il y a 20 ans de leur vie qui s'est anéanti. Donc voilà, moi je suis Monsieur Gobert Michael, je suis gendarme, voilà mon épouse Sandrine, qui est gendarme également. Nous sommes tous les deux âgés de 27, 28 et 31 ans. Et donc nous avons eu un grave accident de la circulation routière le 18 avril 1998. Donc nous sommes mariés depuis 1993 et de notre union est née Maëva le 8 novembre 1994. Quand nous avons eu notre accident, nous étions donc gendarmes en Meuse, à la brigade de Montmédy, et tout allait pour le mieux, sur le plan professionnel comme sur le plan familial, jusqu'au jour où on a décidé, après avoir décidé d'acheter un mobil-home pour le mettre dans les Alpes, lors de notre première expédition dans ces lieux, nous avons eu un grave accident de la route. Donc ça s'est passé comme ça s'est passé dans le département de la Haute-Marne, juste après Chaumont, à 2 km de l'autoroute. On roulait sur une voie à double sens de circulation. J'étais à peu près à 90 km/h sur une voie normale hors agglomération, donc il n'y avait pas de problème particulier de ce côté-là. Et au moment de croiser un camion qui arrivait en face, et au moment où j'étais à hauteur de la cabine, il y a un chauffard qui est arrivé et qui est arrivé en face et qui l'a doublé. Et je ne l'ai absolument pas vu et je n'ai absolument pas pu éviter le choc qui a été d'une rare violence. Donc le choc a été inévitable, ma femme a été inconsciente. On avait notre enfant qui était derrière nous, assise dans un réhausseur, attaché avec sa ceinture. Le réhausseur était aux normes, tout était parfaitement correct. Mais malgré tout, elle est tombée raide sur le coup et elle ne respirait plus. Elle a commencé à être cyanosée. Elle ne respirait plus, elle ne bougeait plus, elle était inerte dans le véhicule. Là-dessus, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, les pompiers et tous les secours sont arrivés, évidemment. Ils ont vu Maëva dans le véhicule. Ma femme reprenait un peu ses esprits, mais bon, hurlait de par le coup qu'elle avait reçu. Ils ont vu Maëva dans le véhicule. Je me souviendrai toujours de voir un ambulancier qui est arrivé sur place, le premier, et qui, en regardant les pompiers, a fait mine en disant il n'y a plus rien, quoi, c'est fini, elle est décédée. Et en entendant ça, évidemment, moi je me suis mis à hurler sur le bord de la route. Et malgré tout, avec la science d'aujourd'hui et le savoir-faire des personnes qui travaillent pour sauver des vies, ils ont réussi à nous ramener Maëva à 3 reprises. La troisième fois, ils ont réussi à la garder. Ensuite, je me réveille à l'hôpital 2 jours et demi après, parce que c'était le samedi à midi. Je me reprends mes esprits le lundi après-midi, où là, j'ai une aide-soignante qui vient me dire votre fille, c'est très grave, elle est dans le coma, elle a été transportée sur Dijon, mais je ne peux pas vous en dire plus. Pour moi, la seule chose que j'ai entendue au moment de l'accident, c'est elle est morte, elle est morte, elle est morte. Donc pour moi, je ne posais pas la question, pour moi c'était évident et je ne voulais surtout pas qu'on me le dise. Et donc Maëva a été transportée sur l'hôpital de Dijon dans un état vraiment très critique. Après avoir été déclarée quand même 3 fois décédée sur les lieux de l'accident. Bon, chemin faisant, nous avons vécu avec ça. On n'a pas accepté, mais on a géré la situation en fonction. On a eu plusieurs déménagements pour qu'elle puisse être suivie dans des hôpitaux différents et plus adaptés à sa tétraplégie, parce qu'elle ne bouge plus du tout. Elle a toute sa tête. Elle est maintenant scolarisée en milieu normal, donc tout va pour le mieux. Mais au quotidien, c'est quand même une surveillance énorme. C'est se relever 5, 6, 8 fois dans la nuit parce qu'elle respire mal, parce qu'elle a peur de sa machine dont elle est complètement dépendante. C'est évidemment les soins, la toilette, elle est incontinente. C'est la mettre au fauteuil, la mettre au corset, la remettre au lit parce qu'elle est un peu fatiguée, la repréparer parce que le kiné arrive. C'est des soins sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Malgré tout, elle a un moral d'acier. Elle y croit encore. Et puis voilà, aujourd'hui, elle a 6 ans et elle joue comme tous les enfants, on dirait.
Elle a ses copines, elle joue, tout ce qu'elle peut faire c'est à la bouche. Donc elle joue au dé avec ses copines en lançant ses dés dans une petite cuillère. Elle joue à la poupée en faisant elle les voix des poupées et puis ses copines lui servent de main. Et puis voilà, et puis on fait avec et on vit parfaitement bien sans accepter cette situation. Alors arrivés sur les lieux, les secours ont été confrontés à 2 véhicules de tourisme au fossé. 2 véhicules de tourisme qui avaient généré 8 blessés. Donc nous avons recensé 3 blessés graves qui apparemment avaient été éjectés, ainsi que 5 blessés légers. Les secours ont, dès leur arrivée, médicalisé les 3 personnes blessées graves et pris en charge les 5 blessés légers. Quand on arrive sur place, on n'a pas vu de véhicule accidenté, on n'a vu que les véhicules sapeurs-pompiers, pour la bonne et simple raison que les véhicules impliqués avaient quitté l'autoroute et s'étaient situés en contrebas de l'autoroute dans les champs. Il y avait effectivement 2 véhicules avec au total 9 blessés et quand moi je suis arrivé, il y en avait encore 3 qui avaient été éjectés. C'était 3 blessés graves qu'on ne pouvait pas déplacer parce qu'ils nécessitaient des soins médicaux sur place avant d'envisager tout transfert en milieu hospitalier. Donc les 3 blessés graves ont été pris en charge par les équipes sapeurs-pompiers ainsi que les équipes médicales du SMUR qui ont été dépêchées sur les lieux. La médicalisation a été de longue durée du fait des problèmes rencontrés surtout au niveau de la topographie du site et également de la gravité des blessures dont il faisait l'objet. Donc la jeune fille qu'on a pris en charge avait une vingtaine d'années. Elle présentait des lésions pulmonaires et une lésion abdominale qu'on suspectait. Visiblement, elle avait aussi des troubles de conscience qui s'aggravaient. On a dû la préparer de toute façon à une intervention chirurgicale qui était visiblement la seule possibilité de la sauver. Elle a donc dû être endormie sur place et puis il fallait la diriger vers un centre hospitalier qui puisse la recevoir avec des moyens techniques suffisants pour pouvoir intervenir rapidement et traiter ses lésions. Donc elle a été anesthésiée sur place, on l'a aidée à respirer avec une machine et puis on a demandé un transfert sur le centre hospitalier de Lille par hélicoptère. Par hélicoptère pour 2 raisons, parce que ça permet d'éviter bon nombre de secousses qu'on peut avoir par la route et puis d'aggraver d'éventuelles lésions. Et aussi parce que ça a l'effet d'éviter la circulation et d'améliorer le délai de transfert vers le centre hospitalier qui avait été choisi. La conclusion que l'on peut tirer de cet accident, c'est que les secours ont été confrontés à 3 blessés graves qui ont été éjectés du véhicule, dont une personne qui malheureusement est décédée du fait de la gravité justement de ces blessures qui ont été engendrées par l'éjection du véhicule. Il y a une chose qui est remarquable dans cet accident, c'est la répartition des victimes. Dans le premier véhicule, 2 personnes adultes et 2 enfants sont attachés. Aucun blessé grave n'est à déplorer. Simplement quelques petites contusions. Dans le deuxième véhicule, 4 personnes sont à bord. Une personne est attachée, le conducteur, qui s'en sortira indemne, et les 3 autres ne portent pas leur ceinture de sécurité. Ces 3 personnes ont été éjectées dans l'accident. Il est à déplorer 2 blessés graves, dont une jeune fille de 19 ans qui a failli être amputée d'un bras, et une jeune fille de 17 ans qui est décédée. Alors l'accident le plus spectaculaire que j'ai vécu, pour l'instant, c'est à Balingan-les-Éperlecs, une petite commune qui se situe entre Saint-Omer et Ardres. Accident de la circulation qui avait été créé entre un transport de travaux publics et 3 véhicules de tourisme où véritablement, je pense qu'on se situait déjà sur un autre monde vu la gravité de l'accident. La première chose qu'on a vue quand on est arrivé face à nous, dans le milieu de la route, des véhicules couchés un peu partout, surtout des poids lourds, des masses couchés sur les lieux, quoi. Surtout un semi-remorque, la première vue c'était un semi-remorque, des engins, on ne savait pas de quelle nature au départ parce qu'il faisait assez noir, mais par les feux de notre VSAB. Donc c'était un peu apocalyptique parce qu'on se demandait ce qui nous arrivait, quoi. En partant pour un simple accident, on est arrivé, il y avait toutes ces choses couchées dans la route, on se demandait un petit peu quoi. Donc à ma première reconnaissance, je vois qu'il y a un véhicule sous un engin de travaux publics, un rouleau
qui retournait dessus la voiture. Dans ma reconnaissance, j'ai demandé à quelqu'un, vous m'entendez, répondez. Donc j'ai entendu un raillement simplement et j'ai vu de la de tôle parce qu'en fait le rouleau couché sur cette voiture, la voiture elle faisait pas plus de 40 cm de haut quoi. Et on ne pouvait pas accéder parce que de l'autre côté en fait il y avait une goudronneuse automatique avec les chenilles qui étaient montées, qui avait écrasé l'autre partie. Donc on n'avait aucun accès, simplement du côté passager où on avait encore un petit trou, où on pouvait passer éventuellement la main, où là j'ai vu quelque chose et que j'ai trouvé une main, j'ai serré une main, j'ai dit si vous m'entendez, que vous pouvez me serrer la main, serrez-moi la main. Et là il m'a serré la main. Et là j'ai compris qu'il réagissait à mes appels, donc je savais qu'il était vivant. Maintenant, la gravité, je ne pouvais pas la déceler, quoi, en fait, parce que je ne voyais rien. Il me parle, à fond de rôle, il me demande ce que je fais, d'où j'allais, mon âge, mon nom. Donc j'ai eu, pendant tout le temps où j'étais dans la voiture, chaque pompier qui arrivait, il me demandait mon nom. Pendant tout le temps, j'ai répété toujours les mêmes mots, donc pour voir si j'étais bien encore conscient, ce que je disais, tout ça, à mon avis. Ensuite, continuant ma reconnaissance, je me suis demandé ce que c'était. Il y avait un amas de tôle dans un fond de fossé. Et à première vue, il y avait une personne aussi vivante, coincée, incarcérée par les jambes. C'était le chauffeur du poids lourd. Et des gens vont venus me chercher, me disent « Monsieur, il y a encore quelque chose plus haut ». Et là, il y avait un jeune gamin d'environ une vingtaine d'années qui était décédé dans une voiture de tourisme. Et quelques minutes plus tard, donc finissant ma reconnaissance, j'ai mon infirmier, en allant dans la cabine du camion pour porter secours au chauffeur coincé, il m'appelle, il me dit je viens encore découvrir 2 corps qui étaient les 2 corps de 2 dames qui s'étaient complètement déchiquetées dans une voiture complètement laminée en dessous de la cabine du chauffeur poids lourd. Moi, je suis parti pour désincarcérer le chauffeur du poids lourd qui était le plus accessible. Parce qu'on a eu le souci de faire amener des moyens de levage lourd d'un garage qui était spécialisé en levage. Donc, tant que ces moyens-là arrivent de Saint-Omer, il était plus judicieux de s'occuper du monsieur qui était accessible et qu'on avait pu perfuser, entre autres, médicalement avec notre infirmier de notre CS dans un premier temps et les SMUR de Saint-Omer Calais et éventuellement l'hélico qui sont arrivés après pour les secours. Mais il était plus judicieux d'essayer de dégager. Donc, dans un premier temps, nous, on a commencé à désincarcérer la première personne. On a mis, je pense qu'on a mis entre 2h30 et 3h à sortir le premier chauffeur du camion. Et dès qu'on a fini de sortir ce chauffeur de camion qui s'appelait Jean-Pierre, entre autres, on a familiarisé un petit peu, comme je vous disais, avec ce monsieur. Il a été évacué. Moi, mon rôle, j'ai parti donner un coup de main à l'équipe de Saint-Omer, qui avait, entre autres, permis de dégager avec le moyen lourd, simplement, pendant ce temps-là, les moyens qui avaient écrasé la personne sous la voiture. Dès que les moyens ont été reculés, on a pu procéder à commencer à découper. Et en fait, le chauffeur était allongé de tout son long. Le siège avait cassé à l'arrière. Il était allongé complètement dans la voiture, avec des graves blessures au niveau des jambes, des poignets, mais que ses jours n'étaient pas en danger. Hein, mais il a été encore dégagé au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être maximum 1 heure après le chauffeur du camion. Ce qui était invraisemblable. Je crois qu'il était peut-être de 7h20 qu'on part pour l'accident. La dernière victime a été dégagée vers 11h30, quoi. Et vivant, et jusqu'à maintenant toujours vivant, quoi. Ils m'ont mis de la morphine aussi dans la voiture pour éviter de souffrir. Et ensuite, donc après j'ai entendu qu'ils avaient appelé soit à Lille, soit à Arras pour savoir où ils allaient me diriger vis-à-vis du service des urgences. Le fait marquant, c'est que quand on l'a sorti, on l'a mis en condition d'abord dans le SAB et on l'a amené à la zone où l'hélico était du SAMU posé pour le prêt à l'embarquer. Dès qu'on a fait le transfert de brancard, avant de le mettre dans l'hélicoptère, on était en train de parler avec lui. Et puis il nous dit « mais je voudrais bien te rassurer ma famille ». Donc on a demandé le téléphone du SAMU, de l'hélico, qui était en bord de l'hélico bien sûr. Donc j'ai appelé ma mère pour dire ce que ça allait et puis qu'on me transportait sur Arras. Mais c'est vrai que quand on voit l'état de la voiture, où le siège enfant était complètement écrasé et que lui, il était complètement allongé dans le fond de la voiture, c'était, je vous dis, un espace vital vraiment réduit, la place d'un corps de hauteur, c'était un miraculé, quoi. Dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que, vu les images, j'ai eu beaucoup de chance que mon siège soit incliné, je pense, et que j'étais tout seul dans la voiture également. Que j'avais déposé mes enfants. Et que, également, le sentiment, c'est... j'ai eu un ange gardien ce jour-là. On n'a qu'une chance dans la vie, donc il
faut être prudent.